tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. À la une aujourd'hui, les enseignements du premier tour des départementales avec une nette victoire pour l'UMP, une sanction pour le PS mais moins importante que prévu et un FN qui n'est pas le premier parti de France mais qui confirme son implantation locale. Que va-t-il se passer entre les deux tours? Réponse avec Maryse Burgot à l'Elysée et Guillaume Darey à l'UMP. Nous verrons aussi comment s'applique cette journée de circulation alternée en région parisienne. Contrôle aux portes de la capitale et personnes âgées cantonnées dans leur maison de retraite. Nicolas Châteauneuf nous dira que la mesure n'est pas reconduite pour demain. Dans votre 13h, nous parlerons aussi du coût réel du tabac. Si les fumeurs devaient prendre en charge les différentes pathologies dues aux cigarettes, le prix du paquet passerait à 13 €. Jean-Paul Chapelle nous le confirmera. Notre feuilleton, cette semaine, nous conduira sur les traces du roi Soleil. Louis XIV, qui est mort il y a 300 ans, c'est l'un des monarques qui a le plus marqué l'histoire de France. Versailles en est le symbole. Et puis, dans les 5 dernières minutes, nous recevrons Almir Naraya Moga Surui, un chef de tribu venu d'Amazonie qui sauve sa forêt grâce aux nouvelles technologies. Il raconte son parcours dans un livre. Et l'on commence donc par les résultats du premier tour des départementales et il y a des surprises. L'abstention d'abord qui n'est pas si forte, le Front National qui n'arrive pas en tête, l'UMP s'affiche clairement comme le grand vainqueur de ce scrutin, la France devient bleue mais pas bleu marine, le PS lui limite un peu la casse. Voyons tout de suite les forces en présence pour le second tour avec Sophie Brune. À voter. Un peu plus d'un électeur sur deux s'est déplacé hier. Avec un taux de 50,2%, la participation de ce premier tour est en nette hausse par rapport aux dernières cantonales. L'UMP est le vainqueur de la soirée. Le parti de Nicolas Sarkozy et ses alliés du centre sont largement devant, avec presque 30% des suffrages. Le Front National n'est pas arrivé en tête hier soir, mais avec plus de 25% des voix, il réalise une percée inédite. C'est même la première formation politique dans 43 départements comme les Bouches-du-Rhône ou la Moselle. Le Parti socialiste limite un peu la casse avec presque 22% des voix. Les listes d'hiver gauche totalisent, elles, presque 7%. L'extrême gauche réunit 6,16% des voix, les écologistes quelques 2%. Voici la carte de France des départements avec les partis arrivés en tête hier soir. Jusqu'à présent, la gauche dirigeait 61 des 101 départements. Dimanche prochain, on s'oriente vers une grande vague bleue avec plusieurs dizaines de bascules possibles à droite, notamment le Nord, la Seine-et-Marne ou le Doubs. Le Front National a ses chances dans plusieurs départements, notamment le Vaucluse et l'Aisne. Il sera présent dans plus de la moitié des cantons. Au second tour, il y aura très majoritairement des duels, mais aussi quelques triangulaires et même une quadrangulaire. On va détailler ces résultats avec des situations précises. Premier symbole, le département du Nord. C'était un bastion socialiste par excellence. Eh bien, ça risque de changer le week-end prochain. La droite est en effet en position de force. Elle enregistre une remontée spectaculaire, y compris dans le fief de Martine Aubry. Le FN, lui, s'est qualifié dans la plupart des cantons. C'est un focus signé Marianne Mas et Dominique Mas. À Roubaix, la droite confirme les résultats des dernières municipales. Oui, la ville a besoin de changement. Oui, le département doit changer. Comme ça, c'est positif. Arrivé en tête hier avec 29,12% des voix, le tandem UMP-UDI refuse pourtant tout triomphalisme partisan. Les gens ne votent plus socialistes ou UMP ou UDI. Ils votent pour des gens de proximité. Je crois que vraiment c'est une des grandes leçons de ce scrutin d'hier soir. Dans le canton de Roubaix, la situation est un peu à l'image de ce qui se passe dans le département du Nord. Le deuxième tour opposera l'Union de la droite au Front National. Le socialiste sortant, vice-président du Conseil général, a été largement battu. Avec 19,64%, il n'est pas qualifié au deuxième tour. Je regrette ce résultat, évidemment. Je regrette de ne pas avoir réussi à convaincre les Roubaisiens qu'il fallait garder le département à gauche et donc y aider avec la ville de Roubaix. Le Parti socialiste, éliminé de 23 cantons sur 41, pourrait perdre le Nord. Dimanche prochain, la majorité des duels opposera des candidats de la droite au candidat Front National. Pour Martine Aubry, pas question de tergiverser. Nous appellerons partout où un candidat de la droite se trouve face au Front National à voter pour le candidat de la droite. Nous ne sommes pas pour le nini, nous continuons à considérer que la République doit être plus forte que tout.
Et je vous donne un dernier tract du Front National qu'on distribue actuellement. Je vais vous en donner un sur les deux. À Roubaix 1, le Front National a remporté la moitié des bureaux de vote. Il arrive second avec 25,21%. Et la satisfaction d'avoir éclipsé les socialistes. Alors si le Conseil général bascule à droite... Pour nous, je crains que ça ne change pas grand-chose, parce qu'on nous promet effectivement des réformes, enfin des choses qui iraient soi-disant dans le bon sens, mais on sait très bien que quand ils sont installés, ils font rien. D'ailleurs, c'est ce que reprochent toujours les gens qui sont ici. Objectif de l'entre-deux tours pour tous les partis, convaincre les abstentionnistes, qui étaient hier 53%. Pour les socialistes, il s'agira de limiter la casse. Ils n'ont perdu le Nord qu'une seule fois depuis la Libération. Autre département qui illustre la défaite de la gauche, il s'agit de la Corrèze. Ce n'est pas anodin puisque c'est le fief de François Hollande. La gauche devra s'unir si elle veut avoir une chance de conserver le département. Partout, la droite a progressé. Elle a même remporté 4 cantons dès le premier tour. Reportage sur place, Jean-Baptiste Marteau et Soigny Thiebaud. C'est à bord de sa permanence mobile et avec un large sourire que le chef de file de la droite corrézienne attaque cette dernière semaine de campagne. Bon, comment vous avez digéré votre première nuit de conseiller départementaux? Pas de problème, très bien, avec beaucoup de plaisir. 4 élus dès le premier tour, l'alliance UMP-UDI en tête dans la quasi-totalité des cantons du fief de François Hollande. Les électeurs de la Corrèze ont adressé un carton au président de la République. La Corrèze doit être mature politiquement, c'est aussi un des signaux des Corréziens. Il faut apprendre à vivre sans la tutelle de l'État. Jacques Chirac nous avait beaucoup aidés. François Hollande est passé à côté. Alors que Pascal Coste affrontera le socialiste Bertrand Rivière à Bénat, le PS corrézien tente de recoller les morceaux avec le reste de la gauche. Ce proche du chef de l'État veut croire que le match n'est pas plié. Il est normal que la droite soit optimiste, d'abord parce qu'elle est en situation, on va dire, honorable par rapport à cette élection. Et je pense sincèrement que la gauche a la capacité de rassembler, parce que finalement, derrière ceux qui ne se sont pas rendus hier dans les urnes, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont, je l'ai dit, proches de nos valeurs. Bernard Combes, qui sera dimanche prochain en duel à Tulle avec l'UMP Raphaël Chomeil. Quelle consigne donnera le reste de la gauche, c'est toute la question. Mais dès hier, le responsable local du Parti communiste affichait la couleur. On ne veut pas d'une politique de droite ni d'extrême droite, qui que ce soit qui la mette en œuvre aujourd'hui dans le pays. Donc en tout cas, vous, votre message, il est clair. Vous savez clairement ce que vous allez dire à vos électeurs, vous. Moi? Oui, vous. Qu'on veut battre la droite et l'extrême droite et la politique de droite. Autre inconnu, que feront les électeurs du Front National dont aucun candidat ne sera présent au second tour? Dimanche, les Corréziens ont donné une avance à la droite. Mais le jeu des reports de voix laisse encore une petite chance au PS de conserver ce département cher au président de la République. Hier, c'est Manuel Valls qui a pris la parole quelques minutes après l'annonce des résultats en appelant au rassemblement et à la mobilisation de tous les électeurs de gauche. Pas un mot pour l'instant du chef de l'État. Alors, quelle est l'analyse de François Hollande à propos de ce scrutin? Pour le savoir, nous retrouvons Maryse Burgot en direct de l'Élysée. Maryse, bonjour. Vous avez eu quelques confidences? Oui, Élise, François Hollande déjà dans le coup d'après. Hier soir, dans son bureau à l'Élysée, il s'est livré à une petite extrapolation. Il prend les scores du Front National au premier tour et il les projette sur la présidentielle à venir. Et il en conclut qu'avec ces scores, le Front National ne serait pas au second tour de la présidentielle. On aurait un duel classique, dit-il, entre droite traditionnelle et PS et ses alliés. Une façon de dire que la stratégie de l'exécutif a fonctionné. À Manuel Valls, l'offensive contre le Front National, et à François Hollande, l'optimisme avec les bons indicateurs économiques. Une analyse qui permet surtout à François Hollande de minimiser la défaite du Parti socialiste. Merci à vous, Maryse, pour ces précisions. Après l'UMP et le PS, parlons justement du Front National. Pas de vague bleu-marine donc hier soir, mais le parti de Marine Le Pen confirme son implantation territoriale. Il est même en tête dans 43 départements. Les scores sont particulièrement importants dans le sud-est, dans le Vaucluse ou dans le Var, par exemple. Mais ailleurs, c'est parfois plus nuancé. Jeff Wittenberg avec notre bureau à Nice. Les habitants de Fréjus se sont réveillés ce matin avec un nouveau conseiller général, un élu du FN. On est content. C'est bien fait pour les enfants. Ça se justifie, les gens sont mécontents. Élection après élection, le Var confirme sa préférence pour le Front National. Le parti de Marine Le Pen culmine cette fois à près de 39%, 4 points au-dessus du candidat de droite.
en tête dans 14 des 22 cantons et même victorieux donc dès le premier tour dans celui de Fréjus, dont la mairie avait déjà été conquise il y a un an par le FN qui vise désormais la présidence du département. C'est mon souhait, je souhaite que demain cette majorité soit bleu marine, qu'elle soit gérée par le Front National pour pouvoir redresser notre département comme nous le faisons au niveau communal. Même espoir pour le FN dans le Vaucluse. Là encore, un canton enlevé dès le premier tour et un score de 37,4%. La députée Marion Maréchal Le Pen voit déjà plus loin. Navré de vous dire qu'il va falloir prendre encore un peu de vos loisirs pendant une semaine afin que nous puissions, dimanche prochain, gagner le département du Vaucluse. Ici, les militants croient donc à la dynamique du FN. On est chez nous, disent-ils. Globalement, le quart sud-est, le nord et le nord-est donnent au FN ses meilleurs scores. Mais des percées, il y en a dans toute la France. En Midi-Pyrénées, le Front National arrive en tête dans le Tarn. En Pays de la Loire, le FN est premier dans la Sarthe. Première place encore dans le département du Rhône. Derrière ces performances, le score national du parti de Marine Le Pen est toutefois inférieur à ce que lui prédisaient les sondages. De plus en plus fort dans les petites communes, les zones rurales et les régions frappées par la crise industrielle, mais toujours distancées dans les grandes villes. Le Front National n'est pas, comme lors des élections européennes, le premier parti de France. Le FN apparaît donc en position d'arbitre dans plusieurs départements. Il se retrouve même parfois seul face au PS. Alors, quelle est la position de l'UMP dans ce genre de situation? Nous retrouvons Guillaume Darey en direct de l'UMP. Guillaume, bonjour. Dès hier, Nicolas Sarkozy a réaffirmé sa préférence pour le ni PS, ni FN. Et il devrait le confirmer aujourd'hui. Absolument, ni vote pour le Parti socialiste, ni vote pour le Front National. C'est clairement la ligne de Nicolas Sarkozy, le patron de l'UMP, qui par ailleurs a rappelé son refus de toute alliance avec le Front National. Ici, en tout cas, à l'UMP, évidemment, on se félicite des résultats d'hier. C'était le premier test grandeur nature pour Nicolas Sarkozy depuis son retour et c'est un test réussi. Il va donc continuer à faire campagne cette semaine. Il se rendra dans les Hauts-de-Seine, dans les Pyrénées-Orientales, mais également dans le Nord. Cette nette victoire de la droite, en tout cas, elle devrait permettre à Nicolas Sarkozy de faire taire au moins pour un temps les critiques sur son leadership à la tête de l'UMP et de lancer la formation politique qui remplacera l'UMP en mai prochain dans les meilleures conditions. Merci à vous Guillaume pour ce décryptage. Pour l'UMP, c'est donc le ni-ni. Le PS, en revanche, appelle au vote républicain pour faire barrage au Front National. Manuel Valls a d'ailleurs vivement critiqué ce matin la position de Nicolas Sarkozy. On l'écoute. Je regrette la position de Nicolas Sarkozy et de l'UMP. C'est une faute morale et c'est une faute politique. Quand on a à choisir entre un candidat républicain et le Front National, on n'hésite pas. La gauche, elle n'hésite pas. Voilà pour les consignes politiques données au niveau national, mais seront-elles suivies et respectées sur le terrain? On s'est rendu justement ce matin dans un canton où l'on va assister à un duel PS-Front National. C'est à l'Arbrel, près de Lyon. Que vont faire les électeurs de l'UMP ou de l'UDI? Vont-ils s'abstenir ou choisir un camp? Réponse avec le reportage de Denis Sébastien et Philippe Évêque. C'est un canton rural, 37 000 habitants à l'ouest de Lyon. Avec 25% des voix hier, le binôme d'hiver gauche PS affrontera au deuxième tour le Front National. Bernard Chavreau, conseiller sortant, appelle au vote républicain. Il faut que toutes les forces républicaines, c'est-à-dire les gens qui ont voté UDI, UMP, les Verts, etc., se rassemblent sur notre nom. Il n'y a pas le choix. Arrivé deuxième à une cinquantaine de bulletins près, le Front National croit malgré tout en ses chances. Il compte sur le report de voix des électeurs de la droite classique. Je pense objectivement que l'on aura un pourcentage assez conséquent de gens de droite et de gens de l'UMP UDI qui devraient venir nous rejoindre au deuxième tour. Ces directives seront-elles suivies par les électeurs de droite? Les avis étaient partagés parmi ceux que nous avons rencontrés ce matin. J'ai voté à droite, mais je ne sais pas encore ce que je vais voter. Front National ou PS? Ou abstention? Je ne sais pas, sûrement, je ne sais pas. Ce sera le FN? Il n'y a pas de directive. Non, la directive, c'est ni l'un ni l'autre. Ah bon? Ah, alors, je voterai blanc, alors. Pas du MP, donc vous ne votez pas? Si, je voterai. Mais je voterai blanc. Les résultats dépendent donc en grande partie de l'attitude des sympathisants UMP et UDI. Désunis, les deux binômes de la droite classique ne se sont pas qualifiés pour le second tour, mais ont tout de même totalisé hier près de 40% des voix.
Le deuxième grand titre de l'actualité, c'est la circulation alternée appliquée depuis ce matin sur Paris et dans 22 communes limitrophes. Un dispositif qui est une réponse à un épisode de pollution qui a fait suffoquer la capitale depuis plusieurs jours. Des barrages de contrôle ont été mis en place aux principales portes de la ville. Seules les voitures impaires avaient le droit de circuler. Reportage Antoine Delcourt, Reda Settar, Yael Goujon. Elle croyait pouvoir échapper au contrôle. Mauvaise surprise pour cet automobiliste. Vous êtes verbalisé du coup Ah, vous allez me verbaliser? Oui, vous allez être verbalisé. 22 € de contravention à cause d'une plaque d'immatriculation paire. Difficile à accepter. Au bon matin, 22 €, non, c'est pas normal. Mais j'ai besoin de ma voiture. Je travaille avec ma voiture. Je peux pas prendre les transports en commun, moi. C'est impossible. À Paris et dans 22 communes limitrophes, seuls les véhicules à plaque d'immatriculation impaire peuvent circuler. Une mesure pas toujours bien intégrée. Vous ne pouvez pas circuler aujourd'hui, madame. Et comment je vais faire pour la mettre là, au boulevard Maurice Barrès? Non, vous allez la mettre, parce que vous avez pris votre véhicule, oui, mais vous allez être verbalisé aussi, par contre. Mais il y a des exceptions, et là, qu'importe l'immatriculation. Pourquoi je vous intercepte, monsieur? Oui, mais on est en dérogation avec la CGIG. On transporte une personne invalide. Donc on a le droit de rouler. Les voitures électriques peuvent aussi circuler, ainsi que les véhicules qui transportent au moins 3 personnes. Plus d'une centaine de points de contrôle et près de 750 policiers déployés. Résultat, une circulation beaucoup moins dense, qui a aussi fait des heureux. Ça fait du bien, il y a moins de pollution, c'est agréable. Je n'ai pas remarqué tout de suite, mais on se sent beaucoup mieux. Et c'est léger, c'est aéré. Tous les transports publics sont devenus gratuits. Beaucoup de Franciliens ont abandonné leur véhicule et ont joué le jeu. Est-ce que vous comprenez cette mesure? Alors écoutez, je la comprends parfaitement et je l'applique bien volontiers. J'ai laissé mon scooter au garage et puis voilà. Et j'ai pas pris parce que c'est travailler pour l'antipollution. Nettement moins de véhicules sur les routes ce matin à Paris et autour de la capitale, 147 km de bouchons cumulés contre 175 habituellement. Alors, une journée de circulation alternée, est-ce que ça a un réel impact? Nicolas Châteauneuf est avec nous sur ce plateau. Nicolas, bonjour. Il est un peu tôt pour avoir les résultats d'aujourd'hui, mais on sait globalement ce que ça produit. Oui, absolument, Elise. L'année dernière, on avait connu un épisode similaire. C'était le 17 mars, c'était un lundi. La circulation alternée avait entraîné une baisse du trafic routier de 18% par rapport au lundi précédent. Et la concentration en PM10, vous savez, ces fameuses particules fines, eh bien, elle avait baissé de 6%. C'est moins spectaculaire, certes, mais c'est toujours bon pour les poumons. Alors, pour aujourd'hui, on sait déjà que la qualité de l'air est meilleure que vendredi. Rappelez-vous, quand tout le nord de la France, ici en jaune-orange, respirait assez mal. Et ce week-end, divine surprise, au fil des heures, ça s'est vraiment amélioré. Plus c'est bleu, plus la qualité de l'air est bonne. Et hier, l'air, il faut le dire, était très bon. Ce matin, petit bémol, c'était de nouveau médiocre, notamment ici à Paris. Justement, Nicolas, cette pollution, elle est aussi due à la météo. Est-ce que ça va s'arranger dans les heures qui viennent? Alors, bonne nouvelle, oui, demain, un léger vent d'ouest va apporter un peu d'air frais. Et surtout, le retour de la pluie va laver l'atmosphère, nous permettre de respirer un peu. C'est d'ailleurs pour cette raison que Ségolène Royal a décidé de mettre fin à la circulation alternée dès demain, Elise. Merci à vous, Nicolas, pour ces informations. Voilà pour les transports. Mais des mesures de sécurité ont aussi été appliquées, notamment dans les maisons de retraite. Les personnes âgées ont été priées de rester à l'intérieur aujourd'hui. Pas de sport de plein air non plus dans la plupart des écoles. Le point avec Yves Ginca et Marie Cazot. Ça sent mauvais, après il y a des maladies qui se répandent et tout ça. Depuis mardi, la pollution aux particules fines a envahi les rues de Paris. De quoi susciter quelques questions pour ses parents d'élèves. Moi j'ai un fils qui fait de l'asthme, donc effectivement j'espère qu'ils ne vont pas faire du sport à l'extérieur. C'est vrai que s'il y a trop de pollution, c'est risqué de faire du sport. Des restrictions, cette maison de retraite en a déjà prise. Interdit d'ouvrir les fenêtres côté rue pour limiter l'exposition des résidents. Les sorties, quant à elles, sont restreintes. On a des mesures aujourd'hui contre le pic de pollution. Des mesures de protection plutôt bien comprises par les résidents. Ils vont mieux éviter de sortir. C'est une très bonne chose qu'on nous prescrive d'éviter de sortir entre midi et 4 heures. Oui, c'est ça. Là, on s'installe là. 94 personnes âgées vivent ici, bénéficiant d'une présence médicale permanente. Certaines sont atteintes d'affections respiratoires chroniques.
Faire en sorte que justement les résidents n'aient pas d'allergie, n'aient pas aussi de problématiques respiratoires, donc pour éviter des hospitalisations. Car les particules fines, lorsqu'elles sont inhalées en grande quantité, provoquent des dégâts. D'abord dans les bronches qui peuvent s'enflammer, puis dans les poumons où elles provoquent des pneumopathies. Enfin, elles passent dans la circulation sanguine avec risque d'accident cardiaque. L'effet à long terme est beaucoup plus marqué et va conduire, on le sait, à une diminution d'espérance de vie, voire au développement d'un certain nombre de pathologies respiratoires et cardiovasculaires. Les particules fines sont classées parmi les cancérogènes probables. Selon les experts de la Commission européenne, elles réduiraient de 9 mois l'espérance de vie. La justice avec le deuxième procès Bettencourt. Il s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Cette fois, Éric Woerth comparaît pour un présumé trafic d'influence. L'ancien ministre a-t-il remis la Légion d'honneur à Patrice Demestre pour que l'ancien gestionnaire de fortune de la milliardaire embauche son épouse? Le parquet avait requis un non-lieu pour les deux hommes au terme de l'instruction. Quel est le vrai coût du tabac en France? 2 économistes ont mené l'enquête et les résultats sont plutôt étonnants. Si on regarde leurs conclusions, le prix du paquet de cigarettes devrait bondir. Jean-Paul Chapelle, bonjour. Bonjour. Vous avez les chiffres. À combien le paquet devrait-il être vendu? Alors, tenez-vous bien, le paquet de cigarettes que l'on trouve aujourd'hui à 7 € en moyenne devrait passer à 13 €, oui, pratiquement 2 fois plus. Alors, que les fumeurs se rassurent, ce n'est pas le prix qu'ils paieront demain, c'est le prix théorique qui permettrait de couvrir ce que coûte le tabac à la collectivité dans son ensemble. Comment en arrive-t-on à ce résultat? D'abord en calculant l'impact économique sur la santé. Toutes les maladies liées au tabac, c'est plus de 16,3 milliards d'euros qui sont à la charge de la sécurité sociale. Mais il y a aussi un coût supporté par les entreprises. Quand il y a un décès prématuré, c'est une perte de capital humain, une perte de compétences, un préjudice évalué à 16 milliards supplémentaires. Ce qui est paradoxal, Jean-Paul, c'est que le tabac fait toujours gagner de l'argent à l'État. Oui, tout à fait, de manière très cynique. Quand vous achetez un paquet de cigarettes, l'État gagne de l'argent grâce aux taxes, 14 milliards encaissés. Mais il y a un deuxième effet financier quand il y a un décès prématuré, donc un cancer lié au tabac. C'est une pension de retraite qui n'est pas versée, donc une économie très cynique, mais un gain pour les finances publiques estimé à 3,3 milliards d'euros. Malgré ça, vous le voyez, le coût global pour la collectivité reste supérieur au gain, un surcoût total de 15 milliards d'euros. Merci à vous, Jean-Paul. Le Salon du Livre ferme ses portes ce soir et depuis quelques années, il y a un nouvel invité, le livre numérique. Certes, il a moins de succès que dans les pays anglo-saxons, mais certains lecteurs apprécient vraiment son côté pratique. On peut transporter une bibliothèque dans son sac à main. Les prix, eux, risquent d'augmenter en raison d'une hausse de la TVA imposée par Bruxelles, ce qui freinerait encore l'essor de ce nouvel outil. Evelyne Goldman, Ulysse Mathieu, Frédéric Bazilla. Ni le vacarme du RER, ni la fatigue du travail ne viennent troubler la lecture de François Bourdon. Son bonheur, profiter de ses 2 heures de transport par jour pour retrouver sur sa liseuse les personnages de ses romans préférés. Moi, je lis plutôt des livres science-fiction, héroïque, fantasy, voilà, style la série du Trône de Fer. C'est une série, il y a 5 tomes. Et vous les avez tous? Je les ai tous achetés d'un coup, comme ça. Quitte à en acheter un, comme je savais que j'allais lire les autres, tant les avoir tout de suite. Comme ça prend pas de place, je les ai sous la main. Pour ça, il lui a fallu une connexion Internet, quelques clics, et télécharger tous ses livres sur sa liseuse. Les avantages ne manquent pas, pas de poids à porter, pas d'encombrement. Côté inconvénient, impossible de prêter ses livres et surtout un budget conséquent. L'achat de la liseuse au départ, parce que ça peut coûter une centaine d'euros, 130 €. Et après, les livres, par rapport aux livres papier, sont quand même assez chers. Encore trop cher le livre numérique? Pas forcément. Certains classiques sont en accès gratuit et pour les nouveautés, la version numérique est souvent plus avantageuse. Exemple, ce livre, format papier, 21 €, version numérique, moins de 15 €, près de 30% moins cher. Parti de rien, en 2011, le marché aurait dû frôler les 90 millions d'euros à la fin de l'année. Cette prévision, c'était sans compter avec la Cour de justice européenne, qui vient de condamner la France. La TVA sur le numérique va devoir passer de 5,5 à 20%. Mona Bismuth est étudiante. Le livre électronique est indispensable pour ses études, sciences humaines, économie, droit. Alors, va-t-elle changer ses habitudes avec une TVA à 20%?
je continuerai à acheter des livres. Après, c'est vrai que c'est possible que j'en achète moins. Sa liseuse, c'est uniquement pour son travail de fac. C'est à l'ancienne, sur livre papier, qu'elle se fait vraiment plaisir. Tourner les pages et tenir le livre dans ses mains, prendre en compte aussi l'épaisseur, savoir où on en est dans la lecture, c'est quelque chose qui n'est pas forcément faisable sur la liseuse. Et c'est en ça que ça reste très très agréable que de lire toujours sur papier. Près de 90% des lecteurs français lisent des livres papier et seulement 1% ont définitivement tourné la page pour lire exclusivement des livres électroniques. Allez, on va vous emmener dans les Pyrénées. C'est un sanctuaire pour le gypaète barbu. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est le plus grand rapace diurne d'Europe. Il est en voie de disparition. Alors dans cette région, on a mis en place un vaste programme pour le protéger. Même le ministère de la Défense a accepté de limiter le survol de ces zones. Et vous allez le voir, ça marche. Isabelle de Lyon, Valentin Cruard. C'est une falaise sous haute surveillance dans les Pyrénées. Dans un de ces creux, niche un couple de gypaètes barbus. Nous avons la chance d'en voir un qui chasse d'autres oiseaux trop curieux. Ici, un poussin a éclos et les gardes du parc national vérifient 2 fois par semaine que la famille se porte bien. Il y a 2 semaines, on a suspecté l'éclosion de l'œuf et la naissance du poussin. Et on a eu la confirmation de l'observation naturaliste il y a 2 jours avec un collègue qui a vu l'adulte nourrir le jeune. Le gypaète barbu est le plus grand rapace diurne d'Europe. Une espèce menacée d'extinction en France, il ne reste que 53 couples, la plupart dans les Pyrénées, et chacun ne couve qu'un seul œuf par an. Le couple ne peut élever effectivement qu'un seul poussin à la fois, et 2 années sur 3, malheureusement, il y a un échec de reproduction, il n'y aura pas de poussin à l'envol. L'oiseau peut paraître impressionnant. En fait, c'est lui qui a peur de nous. Les bruits forts l'inquiètent particulièrement. Il n'a pas de chance, c'est un des plus jolis rapaces qu'on ait en France, mais c'est aussi le plus craintif. Donc lui, il a une technique, c'est sauver sa peau avant de sauver sa nichée. Et comme il est relativement intolérant, notamment aux activités bruyantes, ce qui fait vraiment du bruit autour de son nid, il a tendance à abandonner pour un rien son nid et donc la nichée. Pour cet animal si sensible, un passage d'hélicoptère est un cataclysme. D'où l'engagement pris par la Défense nationale d'éviter le survol des nids en période de reproduction, sauf cas de force majeure. Tous les ans d'ailleurs, en amphi, on a un briefing pour nous dire exactement où ils sont et nous expliquer les procédures. On a vraiment conscience du problème et on aime bien les gypaètes barbus. L'armée actualise ses cartes en fonction des couvaisons et des naissances. À la base école de Dax, les jeunes recrues reçoivent un enseignement adapté. On prend le cap 225 jusqu'à ce village. Alors attention, quand on arrivera ici, on a la zone interdite de survol qui est dans l'axe. Réflexe à avoir quand vous arrivez face à la zone, on réduit la vitesse, on identifie le relief dans lequel se situe la zone de nidification, on prend la vallée flanc gauche et on remonte au nord. La difficulté, c'est d'identifier précisément la zone interdite de survol. En zone montagneuse, il n'y a rien qui ressemble plus à un sommet qu'un autre sommet, une montagne qu'une autre montagne. Et donc ça demande beaucoup d'attention. Sur le terrain, 300 sentinelles se relaient pour vérifier que les nids sont actifs et informer l'armée, lui signaler aussi la moindre entorse à ce pacte conclu pour sauver le gypaète barbu. Voilà une nouvelle qui ne va pas réjouir les producteurs français. Le champagne n'est plus le vin pétillant le plus consommé au monde. Il a été détrôné pour la première fois par le Prosecco, un cépage qui vient du nord-est de l'Italie. Pour expliquer le succès de ce breuvage, il y a sans doute ce petit goût fruité et de manière plus prosaïque, son prix plus attractif. Renaud Bernard, Giona Messina. Dehors, le vignoble est au repos. Mais à l'intérieur de la cave, l'activité bat son plein. Chez le plus gros producteur de Prosecco d'Italie, l'embouteillage ne s'arrête plus. Ici, plus qu'ailleurs, on est conscient d'avoir battu le champagne français à l'export. 320 millions de bouteilles italiennes vendues l'an dernier, partout dans le monde, contre 307 millions pour le vin français. Cette première historique, l'Italie la doit en partie à Stefano Ferrante. Ici, c'est cet œnologue qui a élaboré le goût du vin mousseux typiquement italien. Et selon lui, c'est la première explication du succès.
C'est un vin avec une bonne acidité. Il est plus léger que le champagne, sans cette importante note de levure qui caractérise le champagne, et il est plus fruité. Ça, c'est une affaire de goût. Pour le reste, pas de mystère. Si le Prosecco est devenu numéro 1 aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, s'il taille des croupières au champagne en Asie, c'est aussi une question de prix. Le Prosecco serait plus abordable, plus démocratique que son mythique voisin. Et pour le directeur général de la cave, c'est comme choisir ses vêtements dans une garde-robe. Un bon Prosecco aux États-Unis coûte entre 15 et 18 $. Pour un bon champagne, il faut compter 30 $. Si je sors avec des amis, je vais m'habiller décontracté et pas en smoking. Donc je boirai du Prosecco et pas du champagne. Et cette compétition France-Italie ne va pas s'arrêter au vin mousseux. Cette année, l'Italie s'apprête à produire 2,6 milliards de bouteilles de vin, toute appellation confondue, rien que ça. 1 milliard de bouteilles en plus que la production française. Un roi d'Angleterre inhumé en grande pompe plus de 6 siècles après sa mort. Il s'agit de Richard III qui est mort en 1485 lors de la bataille de Bosworth. Ses ossements avaient été découverts lors de la construction d'un parking municipal dans cette ville. Ils doivent recevoir une nouvelle sépulture jeudi. Le cercueil est visible depuis ce matin dans la cathédrale de Leicester où une messe pour le repos de son âme sera célébrée en fin d'après-midi. Dans notre feuilleton, justement, on va parler d'un monarque qui a vraiment marqué l'histoire de France, Louis XIV. On célèbre cette année le tricentenaire de sa disparition. Sous son règne, le rayonnement de la France était à son apogée. On visitera cette semaine tous les lieux qui ont marqué sa vie, de Saint-Jean-de-Luz à Pondichéry. Et on commence par le lieu qui l'a fait connaître dans le monde entier, Versailles, dans l'ombre du roi Soleil, épisode 1. C'est signé Daniel Wolfram, Vivien Roussel, Pascal Auger et Mélanie Laporte. Il y a 3 siècles, s'éteignait le roi Soleil. Après 72 ans de règne, l'un des plus longs de l'histoire. Une époque prenait fin, le grand siècle. En monarque absolu, Louis XIV l'incarnait et Versailles en était le siège. Ce matin, un mystérieux transport traverse les couloirs du château. Sous l'œil avisé de Florence Caillet, la responsable du mouvement des œuvres, l'interminable périple parcourt la galerie des glaces. Et là, vous craignez un peu pour lui, là? Non, c'est pas le plus grand qu'on ait fait, on va dire. Après, il y a une dimension symbolique du tableau. C'est le maître des lieux, mais on va le ramener chez lui, on va dire. Le maître des lieux, Louis le XIVe, est ici en pied, en costume de sacre et en grande majesté. En bref, son portrait officiel, peint par Hyacinthe Rigaud, est ce grand tableau qu'il faut tisser bien haut. Le problème, c'est surtout le dévers, en fait. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il bascule en avant et dès qu'on monte, on est sur une hauteur voilà, le but est de contrôler la montée de la hauteur. 1, 2, 3. Attends, essaye de lever, Romain. Encore un petit peu, 5 cm. Encore. Ok, nous on est bon à droite. Les ouvriers aussi apprécient le retour du souverain. C'est encore un des tableaux classiques du château de Versailles qui se doit d'être vu dans les visites normales, donc on est content de le remettre, de le raccrocher aujourd'hui. Le moment est solennel. Louis retrouve toute sa place dans son salon d'Apollon, entièrement restauré pour le 300e anniversaire de sa mort. La conservatrice des peintures, Béatrice Sarrazin, a supervisé le chantier. Le plafond, peint par Charles de la Fosse, retrouve lui aussi son éclat. Le roi y figure maintenant lumineux et rayonnant. C'est une allégorie du dieu du soleil. Il est jeune, il est beau, il fend les airs. Et il est entouré à la fois des saisons, il est entouré des heures en stuc, Apollon, et au milieu le portrait du roi Louis XIV. Donc une iconographie au service du monarque qui le porte à un sommet dominant à la fois le monde et le temps. L'année de la mort du roi, 1715, marque aussi le début du siècle des Lumières et l'essor de l'Occident dans le monde. Pour l'historien Thierry Sarment, le grand mérite de Louis XIV est d'avoir eu, pour son époque, une conception moderne de l'État.
La monarchie absolue de Louis XIV, c'est l'unité, c'est la langue française qui se répand en France et dans l'Europe, c'est la construction d'une administration dont la nôtre est l'héritière, c'est aussi l'essor des arts, des lettres, des sciences. Retour dans le salon d'Apollon, là où le roi accordait ses audiences, là où il fallait impressionner le visiteur de marque, parmi les ouvriers des tapissières au travail. On recouvre l'estrade là. C'est la salle du trône, oui. Normalement, il y a un trône, mais bon, je ne sais pas s'il existe encore. Il y avait un trône au milieu de cette estrade. Il faut véritablement un tapis qui puisse recouvrir exactement l'estrade. Donc tout ça simplement pour évoquer, pour symboliser le trône. Le trône a disparu à la Révolution, pas facile, même pour le conservateur Pierre-Xavier Hans, de restituer les lieux. C'est un travail long, je dirais, un travail long. Il faut du sur-mesure, c'est la haute couture par rapport à l'estrade. Le tapis de velours est en harmonie parfaite avec le damas, ce rouge cramoisi propre à Versailles qui fait chanter les dorures des stucs. Il faudrait qu'on aille chercher les pliants de mercure et les 2 guéridons. Placer comme il le faut une estrade, un tapis, des guéridons, des pliants et ces figures féminines n'est pas non plus très simple. Il y a 2 options, soit les regards convergent vers le trône, ou alors les 2 figures féminines se regardent. Survient alors Madame Saul, la directrice. On regarde toutes les 2 ici, il Oui. faut les inverser. Je voudrais la voir complètement de l'autre côté. Non, on voit plus les visages. Oui, pour qu'on les voit de Chaque objet doit trouver sa place idéale. On peut essayer. On fait les inverses. Je trouve que là, on les voit mieux. Oui, c'est bien. C'est plus heureux, Oui, c'est plus chaleureux. Des heures ont passé. Enfin restauré, le salon d'Apollon et la salle du trône, même sans son trône, donnent une idée de ce qu'était la monarchie absolue et la puissance d'un royaume de France qui allait dominer maintenant bien au-delà des mers. En Amérique, la France a conquis de grands territoires avec quelques aventuriers, quelques trappeurs. En Inde, elle a conçu quelques comptoirs, le plus connu étant Pondichéry. Pondichéry, où nous nous rendrons dès demain. Un mot de football, sachez que Marseille a corrigé Lens hier sur son terrain. L'OM s'est imposé 4-0 face aux nordistes avec un doublé de Batshuayi, un but de Romao, un autre signé Ayou. Les Marseillais qui confortent leur 3e place et qui vont défier le nouveau leader de la Ligue 1, le PSG. Ce sera le 5 avril prochain. Il est né en pleine forêt d'Amazonie. Alors pour lui, l'écologie n'est pas une idéologie, c'est une raison de vivre. Chef d'une tribu des Suruis, il a décidé de se battre pour sauver sa région, mais pas avec des flèches ou des arcs. Ses armes à lui, ce sont des ordinateurs dernier cri et toutes les nouvelles technologies. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Almir Narayamogi Surui. Bonjour, merci d'être avec nous. On est absolument ravis de vous recevoir ici pour votre livre « Sauver la planète ». Vous le co-signez avec Corinne Sombrin. Il est publié chez Albin Michel. Sauver la planète, c'est aussi sauver votre forêt d'Amazonie. Racontez-nous votre histoire. D'où venez-vous et quel est votre combat? Bom, eu sou líder do povo Paité Suruí, lá de Rondônia, Brasil, Je suis du peuple de Rondônia au Brésil, en Amazonie. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de déforestation en Amazonie et on est conscient que maintenant il faut faire un monde durable et comme ça on pourra contribuer par le biais de notre forêt à une planète qui soit durable, une planète qui, à moyen et à long terme, on va pouvoir assurer l'avenir du monde. Je le disais en vous présentant, pour sauver votre forêt, vous avez troqué les arcs et les flèches contre des ordinateurs. Expliquez-nous ce que vous avez fait. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Nous avons des outils très importants de la recherche scientifique, des techniques, des technologies qui peuvent nous aider à communiquer, à créer de nouveaux outils. Donc, on doit utiliser la technologie sur notre territoire.
Plusieurs personnes ne connaissent pas tout que la forêt peut offrir pour notre vie. Aujourd'hui, on utilise la technologie pour que les personnes comprennent ce qu'est la forêt et comment elle peut contribuer à moyen et à long terme pour l'avenir. Donc les images satellites, les communications, tout cela sont des outils d'aujourd'hui. Et pourquoi pas l'arc et la flèche? Nous défendons les droits de l'homme, les droits à la vie. Donc la guerre n'est pas une solution pour nous. Alors, on a vu les images là. Vous avez réussi à convaincre le géant Google de vous aider. C'est-à-dire que grâce à Google, maintenant, vous avez réalisé un Google Earth de votre forêt et vous êtes capable de voir les zones qui sont déforestées par des bûcherons pirates. Donc, vous avez constitué une banque de données de toute votre forêt, en fait. Exactement. Aujourd'hui, notre organisation, nous pouvons organiser toutes ces informations pour donner des informations au gouvernement brésilien pour qu'il puisse lutter contre la déforestation illégale et améliorer la qualité de vie de notre peuple, du peuple brésilien. Et comme ça, l'Amazonie va contribuer à tout le monde dans l'équilibre climatique, économique et environnemental, bien sûr. Alors, vous arrivez à mobiliser le monde entier en disant que la forêt, c'est une école, que c'est une pharmacie, que c'est une église, que c'est un sanctuaire et que c'est un supermarché. Expliquez-nous ce que vous voulez dire. Je dis qu'aujourd'hui, la forêt, c'est comme une ville. Elle peut contribuer à l'éducation, pour la santé, mais elle peut également apprendre aux personnes ce qu'est l'avenir, comment contribuer pour l'avenir. C'est pour cela qu'on apporte le message de la forêt par tous les moyens, par les livres et par d'autres mécanismes pour créer la conscience, comme les projets de réforestation qui est appuyé pour la Alors justement, vous avez mis en place un programme de reforestation. Combien d'arbres avez-vous replantés dans votre forêt? Je crois que vous voulez atteindre 1 million d'arbres. Vous en êtes où? Bon, c'est important de savoir que la forêt, elle a plusieurs rôles très importants. C'est pour ça que nous avons décidé de défendre ces millions d'arbres plantés, des différentes espèces qui peuvent être d'extinction. Donc pour reforester, pour sauver la planète, pour nous ça c'est important parce que c'est notre vie. Et cette vie, on veut la partager avec d'autres personnes, on veut partager l'importance de tout cela. C'est pour ça que vous êtes aussi en Europe et en France en ce moment. Oui, tout à fait. Ah, il y a un problème d'oreillette, manifestement, et de traduction. En tout cas, merci à vous, Almir Naraya Moga-Survi. Votre livre « Sauver la planète », il est co-signé par Corinne Sombrin et publié chez Albin Michel. C'est une jolie leçon de vie et de partage, de courage aussi. Merci vraiment à vous d'être venu sur notre plateau. Muito obrigado. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète avec Philippe Verdier. Et il n'y a plus donc de circulation alternée demain, grâce notamment à la météo. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. 22h50, ne manquez pas mots croisés. Spécial départemental, Anne-Sophie Lapix reçoit entre autres Laurent Wauquiez et Jean-Marie Le Guen. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure.